StudyGate Digital Learning Technologies. L'appendicite aiguë, c'est l'urgence chirurgicale abdominale la plus fréquente. 3 mots-clés. Polymorphisme clinique, l'évolution imprévisible et l'absence de parallélisme anatomo-clinique. Question physiopathe. Le physiopathe, donc le mécanisme principal, c'est l'obstruction de la base appendiculaire, stase en amont, pullulation microbienne. Bien sûr, donc c'est ulcération de la muqueuse, thrombose vaisseau-pariétaux, etc. L'obstruction a plusieurs agents. Les deux agents les plus fréquents en phytone sont la stercolite, donc c'est matière fécale dure qui obstrue la lumière appendiculaire. Ou femme un parasite, l'oxure. Donc question à prendre, stercolite et l'oxure, les deux agents les plus fréquents qui font donc obstruer l'appendicule. Femme d'autres mécanismes, donc le mécanisme hématogène, c'est-à-dire infection donc germe par le sang utad, ou elle par contiguïté un foyer gynécologique, donc c'est rare. Mais la voie principale, c'est la voie endogène, donc endoluminale, à partir des germes coliques. L'anapathe, appendice, donc c'est un organe normalement donc le diamètre نتاعو أقل من 6 mm ديما موجود في البور ميديال دو سيكوم عنده ان ميزو بروبر فما l'appendice donc لازمك تعرف اللي هو appendu au sécom à la jonction de 3 bandelettes coliques تجي ديما question ضيف في الكسيام appendice appendu au sécom à la jonction de 3 bandelettes coliques. Les formes anatomopathologiques هذوما زاد à apprendre 4 formes à apprendre par ordre. La première forme donc c'est l'appendicite catarrhale ou inflammatoire. Deuxième forme, appendicite ulcéreuse ou phlegmoneuse. Ulcéreuse ou phlegmoneuse, c'est la forme la plus fréquente. Troisième forme, appendicite abcédée ou suppurée. Quatrième forme, c'est l'appendicite gangréneuse. Les formes peuvent se succéder. يعني نجم لو تكون catarrhale وتعدى ulcéreuse ومن بعد abcédée. وإلا peuvent apparaître d'emblée. يعني نجم appendicite qui يجي من البريزونتاسيون نتاعو من الأول يبدا gangréné. Donc les détails histologiques, donc les détails à apprendre, donc vous pouvez les zapper. Tout en sachant que les formes qui ont un risque de perforation, c'est les formes généralement phlegmoneuses, la forme الثانية, la forme الثالثة abcédée, la forme الرابعة, la forme الأولى مازال ما فماش un risque de perforation. Ou bien sûr, قد ما تقدم في الميكانيزم قد ما forme la plus grave. Bien sûr, donc la forme la plus grave c'est l'appendicite gangréneuse. T'as objectif donc variation et rapport anatomique de l'appendice. L'appendice donc siège au carrefour iliocécal. La base appendiculaire est toujours invariable. Dima la base appendiculaire موجودة à la face interne du sécom. Mais شنو هما les variations anatomiques? Les variations anatomiques donc هو l'appendice juste direction نتاعو يعني هو la base ديما موجودة à la face interne du sécom. Mais هو باش يتبدل. Donc فما نوعين من les variations anatomiques. فما les variations indépendantes du sécom. يعني السيكوم يبدا في بلاصتو en place. Juste l'appendice كما قلنا لا باز نتاعو موجود على فاس انترن مي هو مره باش يدور على اليمين مره باش يدور التالي مره باش يدور اللوطه برشا دونك سي لي فارياسيون دو ديريكسيون ولا لي فارياسيون دو روتاسيون يتسميو باهي في النوع هذا دونك شنو هما لي فورم لي سياج لو بلو فريكون لي فارياسيون لو بلو فريكونت او اكثر واحده السياج ابيتويل دونك سي لو سياج لاتيروسيكال انترن 65% ومن بعد بار اوردر دو فريكونس لو سياج دونك بيلفيان 30% ومن بعد ريتروسيكال ومن بعد ميزوسيلياك دونك 4 سياج فما في لي فارياسيون دو بوزيسيون انديبوندونت دو سيكوم. النوع الثاني من لي فارياسيون اناتوميك لي فارياسيون سكوندير ان ديفو دو ميغراسيون دو سيكوم او كور دو لومبريوجينيز يعني المره هذه السيكوم الكل باش بلاصتو باش تتبدل بويسكو لابانديس دونك لاصق في السيكوم بيان سور l'appendice donc حتى هو بلاصتو باش تبدل. فما نوعين فما سوا une migration insuffisante donc défaut de migration l'appendice يبقى الفوق donc le sécom سامحني يبقى الفوق donc c'est localisation sous-hépatique. والنوع الثاني تصير migration exagérée donc السيكوم يهبط برشا وبالتالي l'appendice باش يبدا بيلفيان. Donc, quand la localisation pelvienne, elle peut faire suite soit à un défaut de migration de sécom, ou soit à une anomalie de direction. Donc, les deux mécanismes. Notez bien, au cours de la grossesse, par exemple, l'appendice, c'est une variation de position. Il migre vers le haut, à l'approche du terme, il est presque sous-costal, presque sous le foie, donc sous-costal. Donc, appendicite aiguë chez une femme enceinte, la douleur ne va pas s'exprimer au niveau de la fosse iliaque droite. Femme a des anomalies, des variations anatomiques qui sont très rares, par exemple, rotation complète de l'anse intestinale primitive, situs inversus, l'appendice est au niveau de la fosse iliaque gauche. Voilà, anomalie de nombre, agénésie. Il y a des personnes sans appendice. Ou femme, une duplication de l'appendice.
appendices. Femme je connais donc 2 appendices, mais c'est très rare. Les rapports anatomiques les plus importants à apprendre. Latérocécal interne a un rapport intime pour la femme avec les annexes droits, avec donc la trompe et l'ovaire. Donc une symptomatologie ovarienne annexielle peut prêter confusion avec une appendicite aiguë, vice versa. Rétrocécal, en position rétrocécale, l'appendice a un rapport étroit avec l'urétère droit et avec le muscle psoas. C'est un chauffe donc le retentissement clinique. En position mésociliaque, l'appendice a un rapport avec les anses intestinales. Position pelvienne avec le rectum et la vessie, et position sous-hépatique avec le foie et la vésicule biliaire. Les rapports anatomiques donc du siège habituel latérocécal interne. L'appendice donc موجود ديما في الفوsse iliaque droite, toujours intrapéritonéal. En avant, les muscles larges de l'abdomen. En arrière et latéralement, le muscle iliopsoas, les vaisseaux iliaques. En dessous, le pelvis l'ota. Au-dessus, donc le côlon ascendant et médialement donc les anses grêles. Donc la clinique, comment faire le diagnostic d'une appendicite aiguë. Femme à la forme classique, à apprendre par cœur. La forme classique, donc c'est généralement un sujet jeune, entre 10 et 30 ans. Le symptôme le plus fréquent, le plus constant, ou à la douleur de la fosse iliaque droite. De la douleur de la fosse iliaque. C'est le symptôme le plus fréquent, le plus constant et le symptôme le plus précoce. Le symptôme ici, c'est la douleur. Donc c'est une douleur qui est localisée au niveau de la fosse iliaque droite. Mais donc il débute au niveau de l'épigastre. Le début donc de la douleur, il au niveau de l'épigastre, voilà, au niveau de l'ombilique. En rapport donc en rapport avec une contraction réflexe du pylore. La douleur, début brutal au niveau de l'épigastre, migre ensuite au niveau de la fosse iliaque droite, est une douleur continue, pas d'irradiation, et s'accentue au cours des 24 premières heures. Et c'est une douleur qui s'aggrave avec la respiration et avec la toux. Donc, le corps, le mrid, au niveau de la fosse iliaque droite, bien sûr. Les signes associés. Les symptômes associés à la douleur, c'est les nausées, les vomissements aqal. Nous avons des vomissements alimentaires ou des vomissements bleus. Les diarrhées sont rares, les troubles du transit, diarrhée, sont très rares. Qui bien femme diarrhée et l'appendicite, femme 2 éventualités. Soit c'est une appendicite compliquée dans sa forme compliquée, bien sûr de péritonite, ça s'explique les diarrhées. Soit c'est une appendicite pelvienne, donc localisation pelvienne, t'as des diarrhées. Mais une appendicite dans sa forme classique, généralement, t'as des diarrhées, c'est rare. Les signes généraux, donc c'est l'état général généralement conservé. Fébricule, c'est-à-dire fièvre entre 37,5, température entre 37,5 et 38,5. Si ça excède 38,5, on fait complications, ce n'est plus la forme simple, classique. Langue saburale, donc donc la langue est saburale. Mais pas de parallélisme anatomoclinique. Qui m'a dit, يعني النجم يكون patient état général conservé, fièvre 37,8, fébricule donc, langue saburale ou douleur très intense, mais تكون forme gangrénée. À l'examen clinique, donc qu'est-ce qu'on trouve? Une défense, voilà, une sensibilité au niveau de la fosse iliaque droite qui est maximale, fait forme classique au niveau du point de McBurney. Point de McBurney, c'est à la jonction du tiers externe et deux tiers internes de la ligne qui joignent l'ombilique à l'épine iliaque antéro-supérieure. On peut trouver un signe de Rovzi, donc à la décompression de la fosse iliaque gauche, il y a une douleur au niveau de la fosse iliaque droite. Au toucher pelvien, donc on peut trouver au toucher rectal une douleur latéro-rectale droite dans la moitié des cas, 50%, donc talqa douleur latéro-rectale droite. Dans la forme, la forme classique, aucun examen complémentaire est nécessaire. Donc, hospitaliser le patient, chirurgie en urgence, car l'évolution est imprévisible, risque de perforation. Donc, il faut opérer. Il n'y a pas d'argument en faveur. Donc, il faut opérer après 24 heures, après 12 heures. Il faut l'opérer en urgence. C'est la forme typique. Les autres, il faut savoir que l'appendicite fait plusieurs formes atypiques. Donc, devant les formes atypiques, il faut savoir poser le diagnostic. Donc, pour poser le diagnostic, il faut s'aider donc des examens complémentaires. Quels sont les examens complémentaires? La biologie, NFS donc et CRP, donc une hyperleucocytose à PNL. On peut trouver donc une élévation de CRP, donc un syndrome inflammatoire biologique. Donc 2 examens biologiques pour le diagnostic différentiel. Une bandelette urinaire
pour dépister une infection urinaire. Une infection urinaire, c'est un diagnostic différentiel à l'appendicite aiguë, tout en sachant que l'appendicite aiguë, dans sa forme pelvienne, نجم تعطي des anomalies de sédiments urinaires, نجم تعطي hématurie, نجم تعطي une leucocyturie, mais bien sûr ما تعطيش فماش bactérie, donc فماش une bactériurie. Le deuxième examen utile, donc c'est bêta-HCG chez la femme en âge de procréation pour éliminer bien sûr une GU. Donc pour ce résumé, donc femme a deux examens, l'une à la bandelette urinaire, la bêta-HCG pour le diagnostic différentiel, donc la biologie. Ben, concernant l'imagerie, l'ASP n'a pas d'indication. J'aime là. Échographie abdominopelvienne ou TDM thoraco ou TDM abdominopelvienne, TDM donc scanner abdominal injecté, sont les plus importants, les examens les plus importants. Nous avons l'échographie abdominopelvienne qui est un examen donc simple et rapide mais opérateur dépendant. وقتاش يصلح وقتاش نعملوا ايكو abdominopelvien généralement كي يبدا sujet jeune, sujet maigre, كي تبدا l'évolution معناها جديده, l'évolution récente اقل من 24 heures. Donc تصلح surtout زاد chez la femme pour éliminer les causes gynécologiques ou urinaires, ou تصلح زاد pour poser le diagnostic positif, donc l'échographie abdominopelvienne à la fois pour éliminer les causes gynécologiques ou urinaires, pour éliminer un diagnostic différentiel, et t'as des arguments en faveur du diagnostic. Je vois les arguments. Généralement, l'argument le plus important, c'est l'augmentation du diamètre de l'appendice supérieur à 6 mm, donc une distension de la lumière appendiculaire supérieure à 6 mm. On peut aussi donc, trouver un stercolite, c'est une image hyperéchogène au niveau de la lumière, ou une image hyperéchogène péri-appendiculaire en rapport avec l'infiltration de la graisse. Elle est donc il y a un aspect en cocar. Et donc les arguments en faveur d'une appendicite aiguë, l'écho abdominopelvien. L'examen le plus de référence, donc le plus sensible, le plus spécifique, c'est le scanner abdominal injecté bien sûr, avec opacification digestive. Cet examen donc les arguments en faveur donc de l'appendicite aiguë, c'est l'augmentation donc du diamètre, la distension appendiculaire supérieure à 6 mm et l'augmentation de l'épaisseur de la paroi supérieure à 3 mm. Aux femmes a donc un critère diagnostique très important au scanner, ou à la présence d'air dans la lumière appendiculaire. C'est un critère scanographique très important. Il pose le diagnostic donc d'une appendicite aiguë. Ben, je connais les candidats donc à faire un scanner. C'est les sujets généralement obèses, surtout donc on fait directement un scanner. C'est les sujets donc âgés, supérieurs à 45 ans généralement, et lorsque l'évolution toute 24 heures, donc d'emblée si l'évolution donc douleur les 24 heures, d'emblée on va faire un scanner il y a suspicion de complications, donc ما تجيش appendicite forme simple et non compliquée. وقتها direct نعملوا un scanner. Ou bien sûr le scanner sert à éliminer donc les diagnostics différentiels. Ou si le diagnostic est toujours donc un doute clinique, mais les imageries ما يعاونوناش, وقتها نتعداو نعملوا une cystoscopie diagnostique en urgence. Donc une douleur de la fosse iliaque droite chez un sujet de sexe masculin avec défense de la fosse iliaque droite, avec fébricule, syndrome inflammatoire biologique, une chirurgie en urgence, donc direct, sans aucun examen d'imagerie. Par contre, lorsqu'une douleur de la fosse iliaque droite chez un sujet de sexe féminin avec un état subfébrile sensibilité de la fosse iliaque droite, il faut faire bêta-HCG, bandelette urinaire qui m'appelle, ou il faut s'aider d'une échographie abdominale pour éliminer une urgence annexielle, une urgence gynécologique. Donc, l'appendicite aiguë peut être retenue par l'écho abdominal. Dans ce cas, d'emblée, donc, une chirurgie en urgence. Si non, il y a deux modalités. Soit on hospitalise le patient donc, pour une éventuelle surveillance, voilà, un scanner. Ou bien sûr, donc, si le doute persiste, حتى في scanner, donc on a appendice non vu ou la rage, donc on a une cystoscopie diagnostique
surtout chez la femme. La cœlioscopie diagnostique, c'est surtout chez la femme en dernier recours. Objectif, les formes compliquées. Femme 3 formes compliquées. Abcès appendiculaire, plastron appendiculaire, péritonite généralisée. L'abcès appendiculaire, cliniquement, donc c'est une masse douloureuse de la fosse iliaque droite, bien limitée, fluctuante. Il y a une fièvre supérieure à 38,5 et c'est une fièvre oscillante. Donc, marata. Défense au niveau de la fosse iliaque droite. Biologie, l'hyperleucocytose majeure. L'examen de référence donc, pour poser le diagnostic, c'est le scanner abdominal. Toujours dit que le scanner abdominal, c'est un scanner injecté. Deuxième forme compliquée, donc, c'est le plastron appendiculaire. Il y a généralement une rétrocession originelle d'une appendicite, donc femme une appendicite meloul, une rétrocession. C'est donc une infiltration inflammatoire diffuse qui est mal limitée, axe l'abcès qui est bien limité, de la région périappendiculaire. C'est une sorte de péritonite localisée, mais qui donc envahit les organes adjacents, c'est-à-dire donc le piplan et les anses intestinales vont être colonnes agglutinés. Donc cliniquement le plastron appendiculaire commence à se manifester. Ces douleurs de la fosse iliaque droite mais qui sont plus diffuses. Mais pas de fièvre. Pas de fièvre et la biologie est normale. À la palpation, généralement, on trouve un blindage de la fosse iliaque droite. Donc c'est généralement une sensation d'empattement douloureux. Et c'est une masse mal limitée qui infiltre le reste de l'abdomen souple et on ne trouve pas de défense. Le plastron appendiculaire, il peut évoluer soit vers une rétrocession, soit vers un abcès. Dans ce cas, bien sûr, je suis allé la masse douloureuse ou tatine fièvre, ou la biologie, bien sûr, je suis allé un syndrome inflammatoire biologique. En tout cas, l'examen d'imagerie qui pose le diagnostic, c'est le scanner. Donc, l'abcès ou le plastron appendiculaire, toujours le scanner abdominal injecté. Troisième forme compliquée, c'est la péritonite généralisée. Là, c'est de très mauvais pronostics. Une péritonite stercorale à germe très virulent. Les modalités de survenue de cette péritonite. Femme a 3 modalités. Soit une péritonite généralisée en un temps, c'est-à-dire d'emblée, le patient gît avec une péritonite. Donc, c'est une appendicite directe évolue en péritonite généralisée, soit par perforation, donc douleur brutale de la fosse iliaque droite qui généralement se généralise très rapidement à tout l'abdomen. Fièvre d'emblée, donc 40, avec une contracture abdominale. Soit par diffusion, donc péritonite progresse de la fosse iliaque droite et se généralise progressivement, mais rapidement, à tout l'abdomen. Donc ça demande quelques heures généralement. La fièvre donc progressivement croissante et on trouve une défense abdominale généralisée, un maximum au niveau de la fosse iliaque droite. Donc elle est juste donc techniquement comment différencier entre les deux mécanismes. Donc c'est la péritonite en un temps. La péritonite en 2 temps. C'est une douleur de la fosse iliaque droite, puis il y a accalmie. Donc, mot-clé, accalmie, 3 à 4 jours. Puis, un tableau de péritonite aiguë. Bien sûr, donc, l'accalmie, l'examen et la biologie donc, sont normaux. Le mécanisme peut à la fois être par diffusion ou par perforation. C'est quoi la cause? Donc, la péritonite en 2 temps. Il y a donc la douleur de la fosse iliaque droite qui n'a pas été prise au sérieux. Donc le patient il aurait dû être hospitalisé pour surveillance suite à la survenue de la douleur de la fosse iliaque droite. D'où l'importance avec donc douleur de la fosse iliaque droite, il faut au moindre doute ne laissez pas échapper le patient, il faut l'hospitaliser, le surveiller. Ça peut évoluer vers une péritonite de très mauvais pronostic, la mortalité. Dans ce cas, c'est la péritonite en 2 temps. Péritonite en 3 temps, donc c'est une appendicite qui évolue vers un abcès ou un plastron appendiculaire qui seront secondairement, donc rupture secondaire. Donc c'est en 3 temps. La cause généralement c'est soit un retard diagnostique, soit donc dans ce cas c'est une appendicite qui évolue vers un abcès. Un abcès n'est pas traité à temps, il va se rompre et bien sûr se déclarer par une péritonite généralisée. Soit une antibiothérapie intempestive, une appendicite, on donne le patient des antibiotiques, donc il va évoluer vers le plastron appendiculaire,
puis le plastron appendiculaire va se rompre et va donner donc une péritonite. Cliniquement, donc, comment ça se manifeste la péritonite? Donc, on a les trois mécanismes, les trois modalités de survenue de la péritonite. C'est généralement donc un processus infectieux donc très intense, donc un syndrome septicémique, fièvre très supérieure à 38,5. Dans ce cas, donc, on peut trouver les diarrhées. La diarrhée, donc, c'est trouble de transit, mais il faut savoir que donc l'arrêt des matières et des gaz est plus fréquent que le diarrhée. Donc, on trouve généralement un ileus réflexe, donc un syndrome occlusif fonctionnel, plus fréquent que les diarrhées. On trouve à la palpation une contracture et bien sûr au toucher rectal, le cri de Douglas. Il faut savoir que la péritonite appendiculaire, c'est donc l'appendicite, c'est la cause la plus fréquente donc de la péritonite. La péritonite appendiculaire donc ne s'accompagne presque jamais de pneumopéritoine, l'ASP. Donc ici, on a bien sûr un patient avec un tableau de péritonite. On va demander donc ASP à la recherche donc d'un pneumopéritoine. Généralement, l'appendicite aiguë, jamais donc de pneumopéritoine. Le diagnostic donc de la péritonite appendiculaire, c'est un diagnostic clinique, donc on ne demande pas de faire un scanner. L'objectif limbade aussi les formes donc cliniques selon le siège. Il y a des objectifs très importants. À chaque siège anatomique s'associe une symptomatologie clinique. Le siège donc le plus fréquent c'est la forme classique latérocécale interne. Par ordre de fréquence, le siège pelvien. Donc cliniquement, comment on va se manifester? C'est généralement des douleurs hypogastriques. Les signes, donc, les signes urinaires, qui ont un rapport avec la vessie, un rapport avec le rectum. Donc, des signes urinaires, pollakiurie, dysurie, parfois un tableau de retention aiguë d'urine, parfois des brûlures mictionnelles. Donc, le QCM à apprendre par cœur. Les signes rectaux, donc, on peut trouver de faux besoins, de déténèse et de diarrhée, qui m'ont comme diarrhée. Cliniquement, donc, c'est généralement une sensibilité ou défense. Le fosse iliaque droite, c'est plus bas, c'est au niveau de l'hypogastre. Diagnostic différentiel, donc, dans ce cas, ça se pose avec la cystite, avec salpingite, avec donc torsion d'annexe ou GU. Donc, les examens paracliniques, c'est très important. Donc, on fait donc une bandelette urinaire, ECBU, l'examen gynécologique, bêta-HCG, l'écho pelvienne pour éliminer le diagnostic différentiel. Donc, deuxième forme, c'est la forme rétrocécale. Dans ce cas, donc, l'appendice a un rapport avec le muscle psoas iliaque. Donc, avec irritation donc, du muscle psoas, le patient va avoir une certaine position ontalgique et c'est le signe de psoïtis. Donc, cuisse droite, généralement, fléchie sur le tronc. Et lorsqu'on essaie d'étendre la cuisse, la jambe, le patient, donc, ça s'accompagne donc d'une douleur très intense. Donc, la position ontalgique en psoïtis, cuisse droite fléchie sur le tronc, plus douleur à l'extension passive. L'appendice donc rétrocécal a un rapport avec l'urtère droit, ce qui explique donc les douleurs lombaires. Donc, ça simule une colique, une crise de colique néphritique. Dans cette forme rétrocécale, il y a une sensibilité de la fosse iliaque droite. Donc, peut s'accompagner cette forme, comme la forme pelvienne, sensibilité hypogastrique. La forme rétrocécale peut s'accompagner d'une sensibilité de la fosse iliaque droite. Ou bien sûr, les examens paracliniques sont donc de très grande importance. Dans ce cas, pour éliminer une pyélonéphrite droite, diagnostic différentiel le plus important, la forme rétrocécale. La troisième forme, donc la localisation en rapport avec la localisation sous-hépatique, donc c'est un tableau qui simule une cholécystite aiguë. C'est une douleur de l'hypocondre droit avec une fièvre et défense de l'hypocondre droit. Bien sûr, il faut éliminer une cholécystite aiguë par une échographie vésiculaire qui revient normale. Il faut aussi évoquer une pneumopathie de la base droite. La quatrième forme, c'est la forme mésociliaque. C'est un tableau en général d'occlusion aiguë fébrile. C'est une donc, irritation des anses intestinales. C'est une occlusion fonctionnelle fébrile. Donc, dans ce cas, l'examen paraclinique le plus important, c'est le scanner abdominal injecté. Devant tout syndrome occlusif, l'examen de première intention à visée étiologique, c'est le scanner. En cas de suspicion donc, de forme ectopique ou de forme compliquée, il ne faut pas hésiter à demander des examens complémentaires d'imagerie, l'écho et le scanner.
Les formes cliniques symptomatiques. Les formes frustes, donc les douleurs isolées de la fosse iliaque droite, il ne faut pas hésiter à hospitaliser. Comme on a évolution imprévisible. Les formes en rapport avec le terrain. L'appendicite de l'enfant, c'est une évolution qui est rapide vers la perforation. C'est une forme donc très grave. Allez, d'une part, évolution rapide vers la perforation et d'autre part, la pauvreté des signes digestifs. Donc, généralement, le diagnostic est posé très tardivement, donc ce qui favorise l'évolution vers des formes très toxiques. L'appendicite aiguë chez le sujet âgé, c'est rare, mais c'est toujours à évoquer. Les formes chez le sujet âgé, c'est des formes toxiques. Donc il faut toujours évoquer le diagnostic et faire un scanner abdominal injecté. Le diagnostic différent par excellence chez le sujet âgé d'une appendicite, c'est une tumeur sécale infectée. Donc les formes chez le sujet âgé, c'est généralement des formes occlusives, mais il faut savoir que la contracture et les signes péritonéaux sont moins marqués. Avec donc le diagnostic est souvent posé tardivement et toujours favorise donc l'évolution vers des formes toxiques à stade d'appendicite gangrénée, voire d'abcès. Donc, l'appendicite chez la femme enceinte, une entité très importante. Donc, il faut savoir que l'appendice sera plus haut, donc par l'utérus gravide, il sera refoulé vers le haut. Donc, le diagnostic à terme peut se poser avec une cholécystite ou une pyélonéphrite droite. L'échographie donc aide essentielle au diagnostic. Est-ce qu'on fait un scanner? Non. Le scanner est contre-indiqué chez la femme enceinte. Fait l'embolie pulmonaire, fait l'appendicite aiguë, jamais de scanner chez la femme enceinte. La forme, il faut savoir que chez la femme enceinte, si on suspecte donc une forte suspicion d'appendicite aiguë, il faut opérer. Il ne faut pas hésiter, donc il ne faut pas opérer en dehors de la grossesse, atteindre donc le terme. Non, il faut opérer aussi énergiquement que le sujet sain. Les diagnostics différentiels, donc il faut savoir 4 diagnostics à apprendre. Il faut le forme, donc le classique au niveau de la fosse iliaque droite. Le premier diagnostic, bien sûr chez la femme, grossesse extra-utérine. Une pathologie de l'annexe droit, un cancer du côlon, une ilyite terminale, que ce soit donc une maladie de Crohn ou une tuberculose iléosécale. La prise en charge de l'appendicite aiguë, c'est une urgence chirurgicale. Devant toute douleur de la fosse iliaque, il faut hospitaliser. Donc, il faut généralement perfuser le patient. Donc, si c'est une forme très grave, donc forme toxique, il faut réanimer le patient. Mais généralement, pour la forme classique, c'est une appendicectomie, donc en urgence. 2 voies, soit par cilioscopie, soit par une laparotomie. Mais le gold standard, c'est une laparotomie, incision de McBurney. Donc, on fait une ligature de Méso, on coupe la base. Et bien sûr, il faut adresser l'appendice à l'anapathe pour éliminer une éventuelle tumeur carcinoïde ou un adénocarcinome de la langue. Pas d'antibioprophylaxie. Sauf si les conditions locales défavorables. Il n'y a pas d'appendicite aiguë opérée, on ne donne pas en post-opératoire des antibiotiques. Sauf si l'appendice, donc l'appendicite aiguë, c'est un appendice gangréné, donc un appendice pétride. Voire on peut donner donc un complément d'antibiotiques en post-opératoire. Donc généralement, la voie laparoscopique ou la voie laparotomie, donc quels sont les critères qui font donc choisir l'une de voies? Le sexe intervient dans le choix, la corpulence et le choix du patient. C'est-à-dire, si c'est une femme, généralement, on préfère la voie cilioscopique pour bien explorer donc les annexes pour éliminer une urgence annexielle. Si c'est un sujet obèse, on opte plutôt pour la cilioscopie. Mais si c'est un diagnostic certain chez un du sexe masculin et le patient est maigre, c'est l'incision de McBurney. Bien sûr, les difficultés péropératoires, on peut faire une laparoconversion. Traitement des formes compliquées. Donc pour la péritonite appendiculaire, le traitement c'est le trépied, c'est une réanimation. Antibiothérapie, donc trithérapie,
triple antibiothérapie visant les BGN et l'anaérobie. Généralement, c'est une antibiothérapie qui se prolonge en post-opératoire pendant 5 à 7 jours. Et c'est une chirurgie en urgence dans laquelle on fait une toilette péritonéale, une appendicectomie et on va drainer donc la cavité péritonéale par un drainage, donc par une lame de Delbé généralement. Et dans ce cas, donc la voie, c'est pas une McBurney, ça sera soit une cilioscopie, soit une laparotomie médiane. Les formes compliquées, on ne fait pas de McBurney. C'est une laparotomie médiane ou bien une cilioscopie. Deuxième forme, donc l'abcès appendiculaire, soit un drainage percutané de l'appendice, donc scano-guidé, avec une antibiothérapie, soit un drainage donc chirurgical, plus une appendicectomie en même temps opératoire. Bien sûr, pour le drainage percutané, on fait l'appendicectomie généralement 3 à 6 mois après. C'est une appendicectomie différée. Le plastron appendiculaire, il faut savoir, pas d'indication au traitement chirurgical, risque de perforation intestinale. Donc le traitement, c'est un traitement médical, on donne donc une antibiothérapie parentérale et on surveille. Généralement, on fait un scanner après 3 semaines pour contrôle. Si amélioration donc au scanner, on peut programmer une appendicectomie après 3 mois. Donc sinon, il faut continuer l'antibiothérapie jusqu'à l'amélioration. Si bien sûr on a une abscidation, c'est-à-dire le plastron donc s'abcède, il faut donc traiter comme un abcès, c'est-à-dire antibiotique plus drainage. Et l'appendicectomie bien sûr ne sera jamais faite en urgence car il y a risque donc de perforation vu les adhérences digestives intenses. Donc 4 indications au drainage de la cavité péritonéale, il faut les apprendre par cœur. Soit donc les 3 formes compliquées, on draine la cavité péritonéale, il y a une lame de Delbé pour drainer la cavité péritonéale, le péritonite ou l'abcès lorsque l'appendice est gangréné, ou bien lorsque l'appendicectomie a été très difficile, donc laborieuse, on draine la cavité. Dernier paragraphe de ce cours, les complications du traitement, les complications post-opératoires. Donc, les complications précoces chirurgicales moins de 6 jours. La complication post-opératoire la plus fréquente, c'est l'abcès de la paroi. Donc, généralement, c'est le sujet obèse, traité généralement par voie par laparotomie. On trouve une fièvre, la cicatrice généralement est inflammée. Donc, pour traiter l'abcès de la paroi, il faut donc désunir la cicatrice pour laisser évacuer le pus. Les autres complications, donc, c'est précoce post-opératoire, gangrène gazeuse de la paroi abdominale, hématome de la paroi, donc les complications pariétales. Les complications intra-abdominales, une forme à savoir, à connaître, c'est l'abcès du cul-de-sac de Douglas. Donc généralement, le tableau c'est fièvre de pelvienne plus ténèbres post-opératoire, autochirurgical, on trouve un bombement douloureux. Donc c'est un abcès de cul-de-sac de Douglas. Le diagnostic qui est posé par le scanner abdominal, il faut le drainer. Bien sûr, les autres complications ne sont pas à connaître. Juste l'éviscération, il faut différencier l'éviscération de l'éventration. L'éviscération, c'est une complication précoce. L'éventration, c'est une complication tardive. Donc, les complications tardives à apprendre 3. Soit donc l'éventration, donc l'éventration, soit donc l'occlusion sur bride, c'est la complication la plus fréquente. Déjà, donc la bride, donc c'est l'étiologie la plus fréquente de l'occlusion intestinale, tout en sachant que l'occlusion sur bride peut donc suivre à l'appendicite après 1 mois ou après 10 années. Et une troisième complication à craindre, surtout chez la femme, opérée par donc cilioscopie, c'est la stérilité tubaire par adhérence. Ratricilio s'accompagne de risque d'adhérence acte de laparotomie. 3 réflexes. Si on opère un patient pour une appendicite aiguë, on trouve rien. C'est-à-dire on trouve un appendice sain. C'est une laparotomie blanche, ce qu'on appelle une laparotomie blanche. 3 réflexes. Il faut voir les annexes chez la femme. Il faut dérouler le grêle sur 1 mètre pour voir le diverticule de Meckel. C'est un diagnostic différentiel, donc la diverticulite de Meckel. Et il faut voir donc la dernière anse iliale à la recherche donc d'une maladie de l'anse iliale qui est peut-être en rapport avec
une maladie de Crohn ou une ilyite terminale. Une petite remarque, le toucher rectal n'est pas toujours douloureux dans la forme habituelle, uniquement dans la moitié des cas. La présence d'air dans la lumière appendiculaire, c'est un signe scanographique pathognomonique de l'appendicite aiguë. Contracture et défense, juste un petit rappel, comment définir une contracture et une défense. Contracture, donc, c'est une induration douloureuse, permanente, généralisée et invincible. Alors que la défense, c'est une résistance tonique qu'on peut vaincre à la palpation douce. StudyGate, Digital Learning Technologies.